Cette année 2017, cet été 2017, en fait, marque le 40e anniversaire de l'adoption de la loi 101 qui crée la charte de la langue française et qui va transformer le Québec linguistique, le Québec social, le Québec politique aussi en grande partie. C'est une des lois phares de la première administration péquiste. Je vous rappelle qu'ils ont été élus en novembre 76. Donc, parmi les premières grandes lois de l'époque, celle-là sur la langue dans un dossier extrêmement contentieux, litigieux, difficile pour tout le monde au Québec. Donc, c'était un geste posé très important. Et notamment, bon, lié à la langue d'affichage, on va laisser un peu ça de côté aujourd'hui, et puis les langues du travail, ça c'est certain, imposition aux entreprises, et la langue d'enseignement pour les immigrants notamment. Et depuis, langue d'enseignement en français au primaire comme au secondaire, pas le cégep, même s'ils existent déjà à l'époque, et c'est toujours pas le cas. Mais ça a changé pas mal de choses, et ça a changé peut-être les attitudes des uns et des autres, et les attentes des uns et des autres par rapport à la place du français chez nous. Notre invité, Jocelyn Maclure, est professeur agrégé à la faculté de philosophie de l'Université Laval, et les questions de rapports intercommunautaires l'intéressent toujours, et notamment au plan linguistique. Monsieur Maclure, bonjour. Bonjour, M. Desautels. C'est vrai que c'était très ambitieux. Il y avait eu 2 lois précédentes des gouvernements libéraux qui avaient été, disons-le, assez catastrophique, en tout cas qui avait augmenté les tensions plutôt que de les apaiser. Et cette loi 101 et la charte du français arrivent dans un moment où on en a vraiment besoin. Est-ce qu'à l'époque, on voulait vraiment, chez les péquistes, transformer la société, arrêter ce mouvement d'érosion du français? C'était un peu ça l'idée? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a toujours eu différentes mouvances au sein du nationalisme québécois, puis en particulier au sein du PQ sur, bon, qu'est-ce qu'on devrait viser avec une politique linguistique. Donc, il y a des approches, disons, plus contraignantes, d'autres moins contraignantes. Mais dans tous les cas, je pense que l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une société globale québécoise dont le français est la langue commune, et la langue du vivre ensemble. Puis pour ça, mais ça prenait une politique linguistique, entre autres pour faire en sorte que les nouveaux arrivants allaient apprendre le français, allaient être capables de s'insérer dans cette société globale dont le français est la langue commune. Puis pour ça, mais ça prenait effectivement quelque chose comme une politique linguistique. Et le passage par l'école, évidemment, c'était d'une grande logique, et ça empêchait aussi l'érosion qui se faisait à des degrés divers, mais de francophones qui envoyaient leurs enfants à l'école anglaise en espérant un avenir meilleur pour eux. Ça, c'est terminé à partir de ce moment-là. Exactement. Puis ça, je pense qu'on l'oublie souvent, ça. Évidemment, la loi 101, une de ses grandes vertus, c'est que tous les enfants de tous les nouveaux arrivants qui veulent aller dans le système public vont y aller en français. Donc, vont apprendre le français, vont être même socialisés, scolarisés en français. Mais la loi 101, d'un point de vue de la scolarisation, c'est aussi une sorte d'autocontrainte que nous, les francophones, au fond, on se donne, parce qu'on sait que individuellement, on pourrait tous avoir tendance à dire, je vais envoyer mon enfant à l'école anglaise, comme ça, il va apprendre l'anglais, il va apprendre le français à la maison, il va apprendre l'anglais à l'école, il va être parfaitement bilingue. Mais on sait que ça, c'est une pente glissante. Au fond, si on laisse le libre choix, y compris pour les francophones, que le pouvoir d'attraction de l'anglais est tellement fort, tellement puissant aujourd'hui, puis à l'échelle internationale, pas seulement en Amérique du Nord, que à terme, ça serait difficile de penser que le français pourrait demeurer une langue dynamique, une langue des affaires, une langue de la culture, une langue du savoir, si on laissait le libre choix. Donc, il faut jamais oublier que la loi 101, c'est aussi une autocontrainte pour nous, parce qu'on sait que on a besoin tous ensemble de se dire, on va pas se donner cette liberté-là de choisir l'anglais ou le français comme langue d'enseignement pour nos enfants. Et dans ce sens-là, Jocelyn Maclure, les objectifs de la loi 101 ont été atteints. Donc, l'immigration par l'école fait son travail auprès des enfants. Ces enfants-là, s'ils sont arrivés dans les années 80, ont aujourd'hui des enfants d'ailleurs, et puis qui passent par... Maintenant, c'est terminé. Voilà, ils sont dans le réseau. Est-ce qu'on n'a pas eu tendance, par contre, à imaginer que cette francisation, soit par l'école ou dans le milieu du travail ou par les autres outils dont l'État s'est donné à des degrés divers au fil des années, allait aussi faire un travail d'intégration sociale, culturelle, voire même politique? Il y en a qui rêvaient presque de se dire, une fois qu'ils parleront français, nos immigrants deviendront comme nous, je parle surtout des péquistes, de bons nationalistes qui embarqueront dans notre projet, ce qui est pas une obligation. D'abord, c'est pas écrit dans la loi, et c'est pas une obligation non plus. Il y a beaucoup de francophones qui ne partagent pas ces opinions-là. Exactement. Donc, je pense que oui, je pense qu'il y a ces attentes supplémentaires chez certains qui sont souvent, disons, implicites, parce qu'on peut pas vraiment le formuler explicitement. Mais je pense qu'une partie de la déception chez certains, c'est que, quand on regarde, par exemple, la connaissance du français au Québec, on est à 94%
des citoyens du Québec, hein, donc c'est très élevé, mais il y a une déception chez plusieurs parce que, qu'on maîtrise une langue, ça veut pas dire qu'on va adopter un certain nombre d'attitudes, de comportements politiques aussi. Hein, mais ça, évidemment, c'est pas une attente qui est réaliste, hein, comme vous dites, y compris chez les francophones, y compris chez ceux qui sont des descendants des Canadiens français. Donc, il y a plusieurs attitudes différentes d'un point de vue politique. Hein, puis ça, c'est vivre en démocratie, c'est ça. Hein. Comme le disait l'ancien président français François Mitterrand, il faut donner le temps au temps. Est-ce que au Québec, ça tient comme ailleurs le fait que une fois rendu à la troisième génération, cette intégration linguistique, en tout cas dans la société, c'est une chose réalisée. Est-ce qu'on peut avoir assez de temps pour lire ce résultat-là? Ouais, ce que je comprends des travaux des linguistes, démographes, ainsi de suite, c'est qu'effectivement, le Québec fait pas exception à cette loi de la sociolinguistique. À partir de la troisième génération, il y a beaucoup moins de ces membres de la troisième génération qui parlent la langue d'origine, la langue de leurs grands-parents, que c'est un défi en fait pour les familles d'assurer la transmission intergénérationnelle jusqu'à la troisième génération. Puis ça, je vois pas de données qui montreraient que le Québec ferait exception à ça. Donc oui, il faut laisser le temps au temps. Effectivement, déjà à la deuxième génération, on voit que l'apprentissage du français est largement réalisé pour ceux qui parlaient pas déjà français. Puis à la troisième génération, je pense que c'est fait là. Oui, entre l'école, les unions mixtes, etc. Exactement. Et puis le milieu dans lequel on se trouve. Exactement. Ça reste cependant une question d'actualité permanente. Et lors de la prochaine réunion du Parti québécois, il y a encore des gens qui veulent, par exemple, qu'on intègre le cégep dans le cadre des impositions scolaires en français. C'est pas la première fois qu'on en parle. Camille Lorrain en parlait déjà. Hein, d'autres avaient refusé. René Lévesque disait non. Puis, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça provoquerait un choc comme à l'époque? Cette imposition linguistique, ou est-ce que c'est nécessaire, souhaitable, votre avis là-dessus? Il y a deux niveaux. D'abord, je pense que oui, ça créerait un choc, de grands désaccords politiques, de dire à des jeunes adultes, au fond, rendus là, qu'ils n'ont pas le choix de choisir le cégep de leur choix, hein, y compris donc des cégeps anglophones. Hein. Il y en a évidemment à Montréal, mais il y en a à Québec aussi. Donc, je pense que de se voir privé de ce choix-là, lorsqu'on est adulte, lorsqu'on a fait son primaire et son secondaire en français, lorsqu'on parle français, lorsque le français est acquis, je pense que ça soulèverait donc une controverse importante. Sur le plan des principes, ça me semble être un peu excessif de priver donc ces jeunes adultes de ce choix une fois qu'ils ont démontré qu'ils parlaient français, qu'ils pouvaient l'utiliser, même soutenir des conversations complexes, hein, donc suivre la politique, participer à la vie culturelle et ainsi de suite. Je vois pas de bonnes raisons de dire non, on va pousser les contraintes plus loin, rendu là, ça me semble pas souhaitable. Il y a un des secteurs où, de façon très inégale, on a eu des succès, parfois des reculs, selon les administrations et qui étaient au pouvoir à Québec. C'est la francisation des adultes, les moyens mis à leur disposition lorsqu'ils arrivent ici, par exemple. Il y a jamais, il me semble, en tout cas de mémoire, jamais assez de place. Les cours sont jamais donnés assez rapidement, d'assez bonne qualité, et parfois soit en milieu de travail où je suis pas certain que ce soit un grand facteur d'intégration, c'est plus pointu, hein, c'est la langue de l'usine pour ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est pas là qu'on devrait investir des efforts et de l'argent? Je pense qu'il y a des gains à faire sur ce plan-là, effectivement. Une chose qu'on oublie aussi, c'est que la politique linguistique doit être pensée en conjonction avec notre politique d'immigration. Hein. Puis là, ce qu'on sait, c'est que grosso modo, à peu près 60% des nouveaux arrivants parlent déjà français à leur arrivée. Hein. Donc ça, c'est beaucoup. C'est plus que la moitié des nouveaux arrivants parlent déjà français. Donc pour eux, c'est fait. Il va y avoir d'autres défis pour l'intégration, mais sur le plan de la langue, c'est fait. Donc il reste grosso modo un 40%. Puis parmi eux, là, on sait qu'à peu près la moitié vont se franciser, vont s'inscrire dans une démarche de francisation parmi donc toutes les formations qui sont offertes. Puis là, il y a des gains à faire, effectivement, en ayant des formations donc qui sont déjà plus accessibles ou qui sont déjà en milieu de travail. Comme ça, la personne s'intègre d'un point de vue socio-économique tout en apprenant la langue. Parfois, ça prend des formations qui sont plutôt doivent être conçues en fonction justement du travail qui va être exercé. Donc là, il y a clairement des gains à faire. Puis je pense que tous les nouveaux investissements seraient sages en la matière parce qu'il y a des vrais gains à faire sans brimer les droits de qui que ce soit. Là. Les dates anniversaires ont ça de bon, c'est que ça nous oblige à y réfléchir. Et tous les textes que je vois publiés, opinions, analyses, documents anciens ou récents d'ailleurs qui ressortent à l'occasion de ce 40e anniversaire, me font voir que il y a deux familles finalement. Il y a les optimistes, y compris chez ceux qui admettent qu'il y a
tout ne marche pas. Et puis, il y a les pessimistes, ceux qui imaginent que, bon, l'érosion, elle est là, elle est réelle, c'est une question de temps. Qui a raison? Je pense que l'optimisme BA et le pessimisme non rationnel, les deux sont des positions à exclure. Là, je pense qu'il faut être rationnel, il faut analyser les données. Je pense que le déclinisme fort, c'est une trope. Hein, c'est un discours fermement ancré dans l'imaginaire collectif au Québec. Hein, le catastrophisme, le déclinisme, l'idée que l'assimilation, c'est notre destinée incontournable, à moins d'une grande révolution politique. Donc ça, on a vu ces réactions-là. Je pense que les données, hein, quand on regarde, quand on s'intéresse aux bons indicateurs, hein, par exemple la langue parlée à la maison, pour moi c'est pas mon indicateur préféré, mais ça reste stable à 87%, la connaissance du français à 94%. Je pense qu'il faut qu'on admette que notre politique linguistique a eu des succès incontestables, impressionnants en Amérique du Nord, mais il reste que on est dans un contexte global où l'anglais est la lingua franca. Hein, donc le pouvoir d'attraction de l'anglais est tout simplement phénoménal. Puis ça, on peut pas changer ça simplement par coup de volonté politique. Là, c'est une donne. Si on dit aux Québécois puis aux jeunes, le combat pour le français, ça doit se faire à l'exclusion de l'anglais, ça peut pas marcher. L'anglais, ça donne accès à trop de biens, à trop de ressources, à trop de possibilités aujourd'hui. Donc, il faut penser les deux ensemble. Faut travailler sur le pouvoir d'attraction du français dans un contexte où l'anglais va avoir une attraction forte aussi. Puis je pense que ça, on a assez bien fait ça. Hein. Sur le plan du marché du travail, entre autres, aujourd'hui, ce sont les unilingues qui sont désavantagés, mais les unilingues anglophones aussi au Québec, pas seulement les unilingues francophones. Hein. Donc ça, c'est un bon coup. Hein. Pour le Québec, c'est un succès. Puis il faut, moi, je pense qu'on va toujours avoir besoin d'une politique linguistique, mais il faut réaliser nos succès indéniables qu'on a atteints jusqu'ici. Hein. Et je vais prendre un nouveau mot en terminant pour conclure et en vous remerciant, Jocelyn Maclure. Le débat politique au Québec, il se fait en français. Exactement. Ça n'est pas rien. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.